Nous accueillons une grande voix, une grande conscience, Maître Henri Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Alors on va évoquer avec vous la loi anti-casseurs qui va être débattue demain à l'Assemblée et puis les différents thèmes qui pourraient être les signes d'un tournant sécuritaire de notre société. Mais auparavant, j'aimerais votre réaction à cette visite au Caire. Autrement dit, cette situation dans des pays comme l'Égypte qui bafoue les droits de l'homme. Écoutez, l'Égypte bafoue les droits de l'homme depuis la prise de pouvoir des Sicile. Bon, c'est la défaite d'une petite révolution qui a été la révolution égyptienne dans le cadre des printemps arabes. Quant à Béchir, évidemment, le Soudan est une effroyable dictature. Je dois dire que ici nous avons pas mal de réfugiés soudanais, et sur ce point, l'OFPRA accorde quand même plutôt en général le statut de réfugié politique. Nous sommes dans la barbarie, quoi. C'est effrayant. Et donc le président de la République est allé là-bas. Certes, les intérêts économiques de la France sont importants. Est-ce qu'on y va pour vendre des armes, comme on le dit? C'est quand même terrible, parce que nous vendons déjà beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite qui sont utilisées au Yémen. Est-ce que nous allons vendre des armes à l'Égypte qui va écraser son peuple? Bon, ça pose un problème, c'est-à-dire que les soucis économiques et les problèmes budgétaires de la France sont évidemment très importants. Le commerce international, le commerce extérieur de la France est important, mais quelquefois nous pouvons être inquiets lorsque les peuples reçoivent des munitions qui viennent de France. Il est question en Égypte également d'apporter un soutien à un gouvernement qui n'est certes pas un gouvernement démocratique, mais celui-ci poursuivrait une guerre contre Daesh, et là, il serait notre allié. Qu'en pensez-vous quand on doit s'allier avec un diable, avec un diablotin? Je ne sais pas quel terme ce sont les circonstances. employer. Ce sont les circonstances qui concernent les gouvernements, c'est évident. Et il est évident que la lutte contre Daesh est une nécessité compte tenu de la volonté de Daesh d'exporter en quelque sorte sa conception de l'organisation sociale qui est terrifiante. Et oui, c'est très bien. C'est très bien, mais le prix à payer peut être lourd. Donc, il y a vraiment des réflexions à avoir sur ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez? Toutes les alliances ne sont pas nécessaires et utiles. Ceci étant, il est bien évident que dans l'équilibre international, certaines alliances existent de temps en temps. La question, c'est de savoir si nous nous contentons de quelques mots pour déplorer ce qui se passe en Égypte, car en fait, nous savons la répression qui existe en Égypte sur tout commencement de soupçon de contestation démocratique. Alors, le problème est de savoir si nous passons des accords. Vous savez, c'est un vieux problème sur ce sujet. Alors, est-ce que nous ne disons rien ? Est-ce que nous faisons semblant d'ignorer? Bon, tout ça, c'est la responsabilité du président de la République. Mais je crois s'il traite avec ces gens-là, il faut quand même qu'il précise un certain nombre de choses. Et je dis encore, si c'est pour vendre des armes, bien, alors ces armes, elles vont servir contre Daesh. Je crains qu'elles ne servent contre le peuple égyptien, d'abord. Retour en France en votre compagnie, Maître Henri Leclerc. Nous vous avons convié ici parce que demain va être débattue à l'Assemblée nationale la loi anti-casseurs avec ses conséquences, ou bien contre les casseurs, ou bien en matière de liberté publique. Cela doit vous rappeler des souvenirs puisque vous aviez défendu un certain nombre de manifestants suite aux événements de mai 68. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce qui est en train de se dérouler en France? D'abord, il y a de commun les surnoms qu'on a donnés à ces deux lois. C'est-à-dire qu'en 1970, nous avons une loi anti-casseurs qui est une loi qui bouscule totalement les principes du droit. C'est-à-dire que c'est une loi qui prévoit la responsabilité collective. On va voir sur celle-là, mais... Responsabilité collective, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien entendu, c'est une loi qui fait que quand on participe à une manifestation et que
bon, la manifestation aurait été dissoute. S'il y a des violences, on est responsable des violences, on peut être condamné pour avoir continué à participer à une manifestation dans un certain nombre de circonstances. Même si la manifestation est autorisée. Même si, ouais, mais même si, n'est-ce pas, si à un moment on a interdit la manifestation, ou à un moment il y a eu une sommation de dissolution de l'attroupement, comme c'est prévu par le code pénal, parce que vous savez, c'est 3 sommations faites par un commissaire de police avec un porte-voix disant attention, dispersion, bon, bien. Et à partir de ce moment-là, dans la loi de 70, ceux qui continuent à participer à la manifestation étaient responsables des dégâts et pouvaient être condamnés d'ailleurs correctionnellement. Alors, cette loi a permis des répressions qui n'ont strictement rien changé aux manifestations qui avaient lieu, qui étaient souvent effectivement des retombées de mai 68, de ceux qui n'avaient pas compris que les grands espoirs révolutionnaires qu'avait porté la jeunesse avaient été matés, avaient été bon. Et donc il y avait encore des manifestations, des petits soulèvements, bon. Et là, ça a permis une répression qui a été une répression très très forte, très très dure. Ce n'est pas cela qui a fait que ces mouvements se sont éteints. C'est que les causes du mouvement n'étaient plus les mêmes, c'est que le rassemblement n'était plus le même, c'est que ceux qui se soulevaient avaient des orientations différentes. Bon, bien, ils étaient d'accord sur le fait de se soulever, ils étaient d'accord sur leur ennemi qui était l'État, mais bon. Et cette loi anti-casseurs a fait des ravages. D'ailleurs, quand François Mitterrand a été élu à la présidence de la République. On avait d'ailleurs fait un complément de la loi anti-casseurs qui a été la loi sécurité et liberté que M. Perfit et le président Giscard d'Estaing ont fait voter juste avant que Mitterrand soit élu. Et tout cela a été abrogé par François Mitterrand, bien que l'opinion lui soit défavorable, comme pour la peine de mort d'ailleurs sur ce sujet. Et il les a fait abroger. J'ai participé d'ailleurs à la commission qui a préparé l'abrogation de ces textes. Et il est évident que c'est une référence qui est une référence curieuse. On a réappelé ça en loi anti-casseurs. Alors, c'est pas tout à fait la même. Hein. Les propositions ne sont pas les mêmes. Mais je dirais que c'est une loi anti-manifestation, par principe. Avant d'entrer dans les détails de cette loi, Maître Henri Leclerc, peut-on dire que les manifestants d'aujourd'hui sont plus violents que ceux d'hier? Alors ça, non. D'abord. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux, les manifestants d'aujourd'hui. Même si c'est une minorité dans le pays, évidemment, même si on parle de 100 000 manifestants, même de 150 000 certaines fois, ou 30 000 une autre fois, bon, à travers toute la France, c'est une minorité. Mais c'est une minorité très, très parlante. C'est-à-dire que c'est une minorité du ras-le-bol, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait la Révolution française en 1789, en partie, bon. Il est évident que la violence, c'est la violence répressive classique, je dirais. Sauf que, bien évidemment, on n'utilise pas les armes à feu. C'est-à-dire que nous avons bien connu cela dans l'histoire, qu'il s'agisse des révoltes de 1789, là où ça n'a pas été utilisé, mais qu'on pense par exemple à la guerre de Vendée, qu'on pense aux manifestations. Nous avons tous lu Victor Hugo, n'est-ce pas? L'écrasement de la révolte parisienne au moment de l'enterrement du général. Bon, il est évident que là, nous avons eu, et puis alors l'écrasement de la Commune, et puis bon, qui sont des révoltes, mais tout ça s'est terminé dans le sang. Là, nous en sommes quand même à autre chose que du sang. Oui, ou alors, toujours pour reprendre cette suite de lutte sociale, de colère sociale, et il y a évidemment la tragédie de Fourmies, c'était le 1er mai 1891, où là, on a donc, encore une fois, une révolte ouvrière qui est matée dans le sang par la troupe. Aujourd'hui, les intentions sont très largement différentes, Maître Henri Leclerc. Bon, c'est évident. Mais la répression, n'est-ce pas, cette répression... Alors, cette colère sociale qui s'est manifestée, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est son éruption générale. Ça, on le doit aussi en grande partie à un phénomène nouveau qui est sur l'opinion publique, qui est les réseaux sociaux. Et là, nous avons un phénomène qui est très nouveau, qui fait qu'une éruption partout, parce que les gens partagent quelque chose, et ce ras-le-bol qui était individuel, cette difficulté d'être, l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on vit dans un... fait que les gens se rassemblent. Alors, les révoltes, autrefois, n'est-ce pas, le
le rassemblement de la classe ouvrière au lieu de travail permettait une émergence, et souvent, avec à ce moment-là, l'émergence des syndicats, etc. Bon, là donc, à ce moment-là, les forces, le gouvernement est désemparé. Il ne peut pas faire tirer sur la foule. On n'est pas du tout dans cette situation. Donc, il va essayer de trouver une situation intermédiaire. D'autant plus que se greffe sur ce ras-le-bol généralisé un autre ras-le-bol qui s'est cristallisé dans ce qu'on a appelé les black blocs, etc. C'est un peu le ras-le-bol des banlieues. Bon, je résume là, hein, mais un peu le ras-le-bol des banlieues qui a créé des gens qui ont pensé ce ras-le-bol, qui ont pensé une certaine violence contre notre système. Et donc, la collusion des deux fait que la réponse que le gouvernement voudrait brutale contre les casseurs est brutale contre tous. Et bien entendu, les gilets jaunes révoltés sont réprimés et ressentent cette répression comme une violence insupportable. Et elle l'est. Mais en même temps, c'est pas contre eux que ça s'adresse. C'est-à-dire que le gouvernement est un peu désemparé, sait pas très bien quoi faire, à mon avis. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, je veux dire, avant que l'on envisage donc le contenu de cette loi anti-casseurs, qu'est-ce qui pourrait être fait à la fois pour sauvegarder l'ordre public et pour tenter de sauvegarder les libertés? Écoutez, certainement pas ça. Cette loi anti-casseurs est une ânerie. Je le dis carrément. C'est pas une faute politique, c'est une bêtise politique. C'est une bêtise politique qui classe le gouvernement dans le camp des gouvernements. Enfin, cette idée... Si c'est une bêtise, ça veut dire que ça n'est peut-être pas fait intentionnellement, selon vous. Bon, je crois que je n'arrive pas à comprendre, je le dis franchement, comment ce gouvernement a repris cette proposition de la droite la plus musclée, c'est le moins qu'on le puisse dire, qui était la droite conduite par M. Retailleau au Sénat. Le gouvernement, d'ailleurs, avait pris un peu de distance. Vous savez que quand le gouvernement a une proposition de loi du Sénat, il est totalement libre de saisir ou de ne pas saisir l'autre chambre. Ben là, c'est d'ailleurs un problème constitutionnel assez sérieux, mais il peut ne pas saisir l'autre chambre. Là, il avait pris ses distances et brusquement, il saisit l'autre chambre, ce qui fait que nous avons une loi de circonstance. Rien n'est pire dans notre histoire que les lois de circonstance. Les lois de circonstance sont des aveux de faiblesse, d'une certaine façon. Quand on a fait les lois de circonstance de 1893 et 1894 contre l'anarchie, bon, l'anarchie qui était un mouvement assez minoritaire, mais très violent, quand on a fait ces lois de circonstance, on a bouleversé notre système pénal de façon durable, et ce n'est pas ça qui a résolu le problème de l'anarchie. C'est pas le fait d'avoir coupé la tête à quelques anarchistes, et c'est pas le fait d'avoir fait cette loi. Si l'anarchie est tombée, c'est parce qu'elle n'a pas eu de réel ancrage dans la classe populaire, etc. Bon, et aujourd'hui, faire une loi de circonstance contre la liberté de manifester, c'est évidemment une absurdité. On considère, alors peut-être à tort, Maître Henri Leclerc, qu'il y a du côté de l'État, donc du côté du gouvernement, un monopole de la violence physique légitime et que cette violence physique légitime, eh bien, malheureusement, de temps en temps, elle commet des bavures, des erreurs. N'est-ce pas, en quelque sorte, inhérent à l'utilisation de la violence? Ben oui, il est bien évident que contre la violence... je ne dirais pas révolutionnaire, mais révolté, car nous ne sommes pas encore à révolution. Mais nous sommes à une situation de révolte, qui est une situation forte de révolte. Et contre cela, la répression violente, elle ne résout pas le problème. Et je pense que, par exemple, l'organisation des débats, sur lesquels on peut avoir des visions différentes, la façon dont ils sont organisés, etc. Mais, en même temps, c'est une réponse. La réponse par une loi qui ne servira à rien qu'à réprimer un certain nombre de gens et à colorer, peut-être à bouleverser notre système juridique sur la liberté de manifester, cette loi de circonstance est une absurdité. Mais alors, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il y a des formes de mobilisation nouvelles. Vous avez évoqué les Black Blocs, vous avez évoqué les émeutes de banlieue en 2005, des mobilisations qui étaient de nature particulièrement violente, avec des formes de mobilisation qui ne sont pas des formes de mobilisation politique traditionnelles.
Absolument. puisqu'il y a peu de revendications. Donc elles appellent un arsenal législatif nouveau. C'est un peu l'esprit dans lequel ça a été fait hier, je veux dire après 2005, et dans lequel cela pourrait être fait aujourd'hui, puisque les mobilisations des Gilets jaunes, alors une partie a été mobilisée sur des thèmes qui étaient des thèmes sociaux, d'autres sur des thèmes politiques. Est-ce que ça n'appelle pas un arsenal législatif particulier, Maître Henri Je crois Leclerc? que cette idée extraordinaire des arsenaux législatifs particuliers peut être justifiée dans certains cas tout à fait spéciaux, et encore, et encore. La loi de circonstance, c'est une loi de propagande. C'est une loi qui consiste à dire, regardez, on fait quelque chose, et après cette loi, vous allez voir, tout va changer. Et en fait, la loi de circonstance ne change rien. Regardez, ne change pas grand-chose. Regardez le terrorisme. On a fait 50 lois sur le terrorisme. Chaque fois qu'il y a eu, depuis quelques années, un attentat dramatique, horrible, on a cru résoudre le problème en faisant une loi. Or, on sait très bien que la lutte contre le terrorisme n'a pas été menée en fonction de l'arsenal nouveau qui serait déterminé par ces lois. Il a été déterminé par des moyens de police classiques et traditionnels, avec peut-être quelques éléments complémentaires sur le renseignement, etc. Mais pour le reste, toutes ces lois sur le terrorisme n'ont pas changé grand-chose. On punit les terroristes, on leur met 20 ans de prison, etc. Ça ne change rien. Et si le terrorisme est actuellement jugulé, c'est pas à cause des lois, c'est à cause des lois classiques, traditionnelles de notre pays. La justice classique, il n'y avait même pas besoin d'une justice spéciale d'ailleurs. Une justice classique aurait suffi. Et bien de la même façon, cette idée de réduire considérablement une liberté aussi fondamentale que la liberté de manifester ses opinions est effectivement une idée qui bouleverse notre système pénal sans efficacité certaine. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à évoquer la situation, l'arsenal législatif qui est mis en place et les critiques que vous pourriez lui adresser, Maître Henri Leclerc. En attendant, il est 8. Merci beaucoup Frédéric Seyss pour ce billet politique. Merci, même si vous avez ironisé sur le permis moto et les différentes choses qu'un président ne devrait pas faire. On va d'ailleurs demander son avis à Maître Henri Leclerc sur cette nouvelle époque que traverserait le pays au travers d'un grand débat national. Quel regard posez-vous, Maître ? C'est très bien que les gens parlent. C'est très bien que cela s'exprime, c'est très bien que tout ressorte, qu'il y ait la parole est importante. Mais on ne résout pas les problèmes avec la parole. On ne les résout pas seulement avec la parole, on les résout avec des actes. Cette révolte que nous avons, c'est une révolte de fond. Faut pas oublier que les droits de l'homme, on parle des libertés, mais les droits de l'homme, c'est aussi les droits économiques et sociaux. Lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on vient de fêter les 70 ans, est rédigée il y a 70 ans, on prévoit, on dit que la misère, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour ne pas arriver aux actes de barbarie que l'on a connus, c'est un monde où les hommes seraient libres de croire et de parler, ce qui est très bien, mais aussi libérés de la misère. De la terreur et de la misère. Et ce problème de la misère, il est essentiel. Cette révolte de gens qui n'ont plus ces droits fondamentaux, elle est quelque chose d'inéluctable. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme elle-même a prévu que si les droits n'étaient pas accordés, il fallait accorder les droits pour que l'homme ne soit pas contraint à la révolte. Et donc, il y a là quelque chose qui est quelque chose de spontané, d'évident. Alors, bien sûr, la parole est importante, je le dis, mais il va falloir résoudre le problème, c'est-à-dire la cause. La cause, ce sont les droits fondamentaux, le niveau de vie, le logement, que sais-je encore. Alors, bien entendu, on peut maintenant philosopher, discuter très longtemps, mais répondre en faisant des lois, répondre en faisant des discours, répondre même dans le dialogue, c'est pas très important. C'est ce qui est essentiel, c'est le résultat. Vous évoquez un droit à la révolte, maître. Il y a aussi des revendications, des appels, des slogans. Macron démission sont des slogans un peu nouveaux. Je ne pense pas qu'en mai 68, il y avait eu des appels à la démission de De Gaulle. Il y avait 10 ans,
c'est trop. 10 ans, alors, 10 ans c'est trop, c'était déjà un des cris de la révolte de mai 68, qui a eu une importance, mais c'est pas de même nature. Justement, alors, puisque ça n'est pas de même nature, et qu'il y a effectivement des appels que l'on peut lire, Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui suggère une dissolution, bref. Oui, bon, attendez, il faut que l'État continue. La démocratie, c'est bien trop précieux pour qu'on la jette aux orties d'un seul coup. Alors, bien entendu, la révolte, c'est le problème Mélenchon du peuple. ne C'est le demande problème pas, du peuple. ne Mais demande bien pas de entendu, suspendre. mais il a raison, Jean-Luc Mélenchon. Il faut entendre le peuple. Mais en même temps, il faut pas disloquer les mécanismes qui sont raisonnables. Il faut entendre le peuple, mais qui est le peuple? C'est une notion compliquée à définir. Absolument, mais enfin, il n'empêche qu'elle est essentielle. Et il est évident que dans la situation actuelle, il va falloir répondre à tout cela. On ne peut pas se contenter de descendre la vitesse à 80 km/h. Bon, je vois bien, mais enfin, tout de même, ce n'est pas fondamental. Et pourtant, c'est peut-être une des causes de la révolte, comme quoi les choses sont difficiles. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut repenser, alors, la répartition des richesses. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a qui pèse, et que ces gens qui sont brusquement sortis dans la rue ont exprimé plus qu'un ras-le-bol, une colère, faire quelque chose. Alors, bien entendu, il y a des débordements, et bien entendu, il y a des extrémistes bien entendu, les propos antisémites qui ont été faits, enfin, un certain nombre de propos sont totalement inadmissibles, et une conception qui serait une conception contre les étrangers, contre les migrants. Enfin, on voit ça surgir, on voit la quenelle, on voit des choses, mais ça, c'est pas le problème fondamental. Il est bien évident que ce n'est pas ça la revendication. Alors, comment y répondre? Par une grande manifestation de la France silencieuse. Vous avez vu, c'est un échec total. Enfin, faut bien le dire. Il y a eu une manifestation de quelques gens, mais même les fidèles du président ne semblent pas y être allés. Bon, la France est attentive à ce qui se passe. Parce que ceux qui ont des moyens se sentent un peu mal à l'aise devant l'expression de cette épouvantable chose. Pas quand on voit au même moment l'histoire de l'usine dont on ne sait plus quoi faire, mais il y a 800 emplois à la clé, et que on sait qu'il y a eu des transactions que la société américaine veut bazarder. L'usine de Blanquefort, l'usine de Blanquefort, je ne me rappelais plus le nom. Mais il y a là quelque chose qui montre que c'est un tout. Alors, ce n'est pas là, comme autrefois, des révoltes de la classe ouvrière qui est résumé qu'il y a des syndicats. C'est autre chose. C'est une émergence, une espèce de souffle qui s'est levé. Mais il est évident que la réponse ne peut pas être à la répression brutale, c'est évident. Et la réponse ne peut pas être non plus en faisant des lois absurdes. Il y a, en tout cas, un discours auprès du gouvernement qui consiste à dire « nous ne négocions pas évidemment la liberté de manifester, on peut comprendre la colère, en revanche on ne comprendra pas la violence, et c'est la raison pour laquelle demain cette loi anti-casseurs sera débattue à l'Assemblée ». Dans les détails, qu'est-ce qui vous dérange, Maître Henri Leclerc, dans cette... dire, ce qui me dérange, alors, d'abord cette loi n'est pas acceptée. Moi j'assiste pour la première fois au fait que ces députés qui ont été choisis sur le terrain, qui ont été qui sont pas des hommes. Pour la première fois, il semble qu'il y a une révolte. La commission des lois n'a pas tout accepté. C'est la première fois depuis que M. Macron a été élu. Ça me paraît très important, parce que je pense que ces députés doivent aujourd'hui prendre conscience que ce sont eux les législateurs et qu'ils ne sont pas des godillots du gouvernement. Donc, il semble que ça bouge, et il semble que la loi ne sera pas le projet. Alors, ça consiste à quoi? À empêcher les manifestations en faisant un périmètre de sécurité où on va fouiller les gens. Ça consiste à faire quelque chose qui est très grave. C'est-à-dire l'interdiction de manifester prononcée non pas par la justice, comme elle peut l'être actuellement comme peine complémentaire à certaines infractions, mais prononcée par le préfet. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La justice sort de cette opération. C'est le préfet. Bon, c'est c'est la responsabilité collective civile des gens qui participent à une manifestation. C'est tout à fait ça le sens de la loi de 1970. On l'a évoqué tout à l'heure, donc cette loi qui a été faite... L'interdiction, et je dirais le dernier point, qui est le point le plus préoccupant, c'est les fichiers. Pas cette maladie des fichiers, c'est-à-dire que tous les citoyens vont être
caser dans une catégorie. Et là, il y aura un fichier de citoyens de seconde zone qui, en fait, n'auront pas le droit de manifester. Bon, c'est une atteinte à une liberté fondamentale. Bon, j'espère que les députés vont réagir. Ce qui sera très important, si le mouvement des Gilets jaunes a abouti à ce que les députés élus démocratiquement font leur rôle de législateur, ne sont pas soumis au pouvoir exécutif, ce qui est le cas depuis trop longtemps, ça, je pense que ce sera important. Il existe déjà un fichier de hooligans. Oui, attendez, le fichier des hooligans, c'est quoi? C'est des fichiers de peu de monde, dans des situations qui sont très caractérisées, de gens qui sont connus, etc. Je ne suis pas fanatique de ça, mais la sanction du fichier des hooligans, c'est uniquement de ne pas assister au match de football qu'ils ont perturbé. C'est bon, je ne dis pas que j'en suis très satisfait, mais c'est pas grave, c'est très minoritaire. Les fichiers des manifestants, bien sûr toujours violents, vous savez, mais ce sont des gens qui donnent des signes apparents de ce qu'ils vont être violents. Alors qu'est-ce que ça va être, le gilet jaune? Bon, là, il y a quand même quelque chose qui est inquiétant. Des citoyens de seconde zone, c'est pas supportable. Mais alors, il y a toujours un débat en pareil cas, Maître Henri Leclerc, entre ceux qui considèrent qu'il y a avant tout une obligation d'en finir avec le désordre. Et la violence est un désordre, et ceux qui considèrent qu'il faut en finir avec l'injustice. Il y a même ceux qui considèrent que l'injustice est le pire des désordres. Est-ce que cette situation, qui est quand même tout à fait inhabituelle en France, 11e samedi de manifestation, avec des centres-villes qui sont très largement perturbés, est-ce que ça n'exige pas, ne justifie pas une législation particulière? Non, mais alors, attendez. D'abord, le mot injustement prêté à Goethe, je préfère une injustice à un désordre. J'ai entendu ça toute ma vie, moi, hein, tout le temps. Chaque fois que je disais quelque chose dans ce sens, c'était toujours « je préfère une injustice à un désordre ». Bon, alors, et d'ailleurs c'est Goethe qui l'a dit, bien sûr, c'est pas ça qu'il a dit, mais ça fait rien. La question, n'est-ce pas, c'est, bien entendu, on ne peut pas accepter certaines violences. Bien entendu, il y a un problème d'organisation du service d'ordre. Bien entendu, l'ordre public. Mais là aussi, il y a des limites. Le débat qui a été... Moi, je ne sais pas du tout si c'est une balle de défense qui a été utilisée contre ce leader des Gilets jaunes, ce leader autoproclamé, comme ils le sont tous d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Si c'en est une, c'est très grave. C'est très grave, parce que le problème a été posé depuis 8-10 jours d'une façon très claire. Ceci étant, la grenade de désencerclement, c'est pas non plus une excuse. Elle ne peut être utilisée que dans des conditions qui sont tout à fait précisées. Il faut que les policiers soient en situation de menace. Bon, alors, je dis attention, les forces de l'ordre doivent être parfaitement organisées. Et je ne dis pas que les violences contre elles sont supportables, mais en définitive, le problème, c'est de maintenir l'ordre, pas de créer le désordre. Le ministère de l'Intérieur a répliqué en disant, d'une part, qu'il y avait une enquête en cours, et d'autre part, qu'il n'y avait eu que 35 tirs de balles de défense à Paris samedi, et nie, sauf information contraire, que cette personne ait été touchée par une balle de défense. Écoutez, j'en sais rien. Il y a une enquête, très bien, il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête administrative, une enquête judiciaire. C'est les policiers spécialisés qui mènent cette enquête et c'est très bien. Attendons. Je pense que les résultats doivent venir très vite, très vite. Ils devraient venir très vite. S'ils ne viennent pas très vite, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la solidité de l'enquête. Mais je pense que c'est ça. Ça relève un certain nombre de choses. On s'est quand même aperçu qu'on utilisait ces balles de défense dans des conditions qui n'étaient pas supportables, puisqu'on a dit maintenant il faudra filmer. Bon, en tout cas là, si ça a eu lieu, ça n'a pas été filmé. Mais la scène a tellement été filmée de tous côtés que je pense qu'on va savoir ce qui s'est passé. En tout cas, aujourd'hui, il y a effectivement différents films qui circulent de cette scène, mais vous m'avez dit que vous en aviez assez du mot de Goethe, mais sur le fond, vous n'avez pas répondu. Comme il y a un désordre qui peut sembler, ou pas d'ailleurs, être un désordre qui est par trop récurrent, puisque, encore une fois, ça fait 11 semaines que cette situation est aujourd'hui une situation de manifestation récurrente, de la même façon que les ronds-points, par exemple, ont été évacués.
Est-ce que l'on peut considérer qu'il faut aujourd'hui un retour à la normale, ou est-ce que l'on peut considérer aussi que, par exemple, le fait de demander aux Gilets jaunes d'évacuer les ronds-points ou de les faire évacuer manu militari est en soi une entorse aux libertés publiques? Non, écoutez, d'abord, je peux entrer dans les problèmes d'organisation de la répression. Les ronds-points ont été évacués. Ça dépend des ronds-points, parce que la violence n'était pas forcément dans les ronds-points, c'était des lieux d'expression collective qui sont très importants. Vous savez, nous venons d'assister quand même à quelque chose d'extraordinaire. C'est que des gens qui étaient confinés chez eux, dont je disais, ils ne font plus qu'une chose, c'est rester chez eux, sont sortis. Nous avons quand même une éruption collective, qui est surtout, et ça c'est très important, approuvée, selon les sondages, par une majorité de l'opinion. Ça, c'est quand même assez important. Le deuxième point, c'est que pour revenir sur l'injustice et le désordre, j'ai toujours répondu la même chose. Moi, je préfère la justice à un désordre. Et la question, c'est effectivement qu'on élimine beaucoup la justice. On renvoie, on dit au juge, allez, condamner des gens. Ça ne résout pas la question. Ça ne résout pas la question. La question, c'est celle qui a été posée par cette éruption. Alors, on la résout par la parole dans les débats. C'est un peu de chose. Mais il faut véritablement résoudre politiquement le problème. Il faut une véritable secousse pour qu'on se pose la question de la répartition des richesses dans ce pays. Et si d'aventure, je me fais toujours l'avocat de la partie adverse, puisque vous êtes celui qui défendait les libertés publiques, et si d'aventure on considérait qu'on a aujourd'hui en France un phénomène complètement inédit, une opposition politique qui est dans la rue, ce qu'ont dit d'ailleurs certains foulards rouges. L'opposition politique, elle peut s'exprimer au moment des élections, dit-on. Eh bien, cette fois-ci, elle s'exprimerait dans la rue et de manière lancinante. Est-ce que ça ne justifie pas, encore une fois, des phénomènes ou des réponses inédites, maître? D'abord, premier point, le drame, c'est qu'il n'y a plus d'opposition politique. C'est que l'opposition politique aujourd'hui existe encore un peu, c'est vrai, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, bon, mais c'est presque plus une opposition politique. Le phénomène Macron a été de nier le politique, de dire voilà, je vais moi, seul, faire le... Et c'est un détournement de ce que sont d'ailleurs les institutions de la Ve République, qui n'a été conçu, on sait bien, que pour le général de Gaulle, qui avait une position tout à fait particulière. Et là, il est évident que cet écrasement complet de la classe politique, le fait qu'il n'y ait plus de partis, est un véritable drame, je le pense. Parce que je pense que les partis sont nécessaires à l'expression de la démocratie, contrairement à ce qu'on croyait. Mais il n'y en a plus. Et donc à ce moment-là, la réponse, c'est la rue. La réponse, c'est les gens qui n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus s'adresser à des intermédiaires. Il n'y a plus d'intermédiaires. On a même réussi quasiment à éliminer les syndicats, en refusant de disputer avec eux sur une réforme aussi importante que celle du droit du travail, où d'ailleurs des conseils du prud'homme sont en train de se révolter pour montrer qu'il y a des dispositions qui sont contraires aux conventions internationales. Et on a éliminé les syndicats, il n'y a pas eu de dialogue. La réforme du droit du travail a été faite par décision du Parlement, mais en définitive par décision de l'exécutif, sans qu'il y ait de négociation avec les représentants des travailleurs. Donc il n'y a plus de représentants des travailleurs. Il n'y a plus de représentants. Alors, le président essaye de voir les maires, etc. Non. La question, c'est qu'il faut résoudre le problème fondamental qui est posé. Il faut une révolution politique, oui, mais la voie, c'est tout. Vous avez déclaré, maître, que vous aviez voté Emmanuel Macron au second tour. Vous avez expliqué quelque temps après que vous considériez que le progrès social que vous attendiez ou qui aurait dû être présent n'était pas dans cette politique-là. Qu'est-ce qui n'a pas été perçu par Emmanuel Macron, selon vous? Je crois qu'Emmanuel, le drame, je vais dire quelque chose de tel, le drame d'Emmanuel Macron, c'est sa jeunesse incroyable en politique. Cet homme est peut-être un grand économiste, cet homme est peut-être un esprit très brillant, mais il n'a pas su ce qu'étaient les rapports politiques. Il a mal compris la Ve République. Il n'a pas compris les vieux politicards comme Chirac, Mitterrand, n'en parlons pas, Sarkozy ou Hollande, avaient quand même un certain nombre d'habitudes. Bon. Et là, il a cru que sa seule présence, le miracle de son élection contre toute la classe politique qui avait désespéré la nation, c'est vrai, il a cru que cela suffisait, et qu'il suffisait après que sa parole
résolvent tous les problèmes. Mais la parole ne résout pas tous les problèmes. Quand nous sommes dans une société organisée selon son type, le capitalisme libéral, la mondialisation, tout ce que vous voudrez, toutes choses dans lesquelles Macron a toujours vécu, la parole n'a été faite que pour essayer de justifier tout cela. Mais en réalité, l'injustice de la situation, elle existait. Et c'est ça qui a provoqué l'explosion. Et on ne résoudra pas le problème uniquement par le débat et par des lois imbéciles. On résoudra le problème en s'attaquant de fond au problème d'organisation sociale. C'est la responsabilité des politiques. Et c'est aujourd'hui la responsabilité de Macron, qui est président de la République. Personne ne le conteste, hein. Si, il y a des gens qui le contestent. Oui, Macron démission. Mais je pense qu'effectivement, la situation actuelle, en l'absence de parti politique, d'une démission de Macron ou d'une dissolution de l'Assemblée nationale, ne serait sans doute pas très claire. Et que il faut que ceux qui sont en place essayent de résoudre le problème de fond. Peut-être faut-il assez rapidement, effectivement, procéder à de nouvelles élections. C'est pas mon problème, ça je ne sais pas. Mais si le problème qui est posé n'est pas celui de l'existence du fait... Alors bien entendu, on répond immédiatement, enfin la misère en France, c'est quand même pas la misère en Afrique. Je suis bien d'accord avec vous. Ou la misère en Inde, je suis bien d'accord. Ou la misère que vous avez connue quand vous étiez jeune, vous avez publié votre biographie, vous y expliquiez quelle était la situation de la France avant les 30 Glorieuses. Oui. Non, mais bien sûr. Nous sommes dans une situation qui est une situation... Mais les gens ressentent profondément cette misère. Ils ressentaient leur isolement. Ils ressentaient le fait qu'on leur donnait... Ils savaient pas où on va. Et là, ils sont sortis dans la rue, ils ont trouvé d'autres gens et il y a eu un espèce d'élan de fraternité. C'est quand même important, vous savez, la fraternité, c'est pas rien. Et donc, il y a eu cela. Ceci étant, il y a eu des excès insupportables. On est là, quelquefois, de tout ce qui se passe. C'est insupportable, ça continue, on a l'impression qu'on n'en sortira pas. Bon. Mais et bien entendu, les atteintes aux droits de l'homme, les violences, tout ça, c'est pas supportable. Mais en même temps, il va bien falloir s'en sortir. Alors, toujours dans le cadre justement des suggestions, des propositions qui ont été faites, une autre proposition a été lancée par Emmanuel Macron. C'était le 18 janvier dernier dans l'un de ces grands débats avec les maires auxquels il a participé à Souillac. Il s'exprimait au sujet, je cite, de l'hygiène démocratique du statut de l'information et il a évoqué la fin de l'anonymat sur Internet comme une solution ou comme une manière de remédier à certains messages qui sont parfois des messages assez violents. Maître Henri Leclerc, vous qui êtes avocat, qui êtes attaché aux libertés, où se situe justement la liberté des individus? Est-ce que l'anonymat est quelque chose à préserver? Mais il y a une chose qui est à préserver avant tout, c'est l'intimité de la vie privée. Il ne faut pas oublier que c'est un droit essentiel. Et la prodigieuse transformation, je dirais, des rapports sociaux que représente Internet amène ça. Mais ce n'est pas en interdisant l'anonymat sur Internet qu'on résoudra le problème démocratique. C'est bien évidemment. Bien évidemment, il faut laisser les gens s'exprimer. Le seul problème, c'est qu'il faut ramener l'information sur la circulation des opinions sur Internet à ce qu'elles sont, c'est-à-dire soumises au débat. Il ne faut pas laisser ce qu'on appelle maintenant les fake news, et que j'ai la faiblesse d'appeler les fausses nouvelles, qui sont effectivement terrifiantes, qui sont protégées par l'anonymat. Ce n'est pas seulement celui qui lance la fake news, c'est celui qui la répercute. Lorsque vous avez une fake news qui est répercutée par un homme politique conscient, qui n'hésite pas, par exemple, à dire que le traité d'Aix-la-Chapelle consistait à remettre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, quand un homme politique conscient, élu, dit une chose pareille, oui, là, je pense qu'il faudrait des répercussions. Alors, là, pour le coup, c'est une déclaration qui n'est pas anonyme, et je crois que c'est une déclaration notamment de Nicolas Dupont-Aignan, mais oui, absolument. Dans le cas où cette déclaration... Je ne fais pas une accusation anonyme. Dans le cas où il y aurait, et il y en a sur Internet, un certain nombre de messages qui sont des messages violents, et peut-être que ces messages violents, justement, participent de l'élévation du niveau de violence,
parfois, les mots se transforment en actes. Et si on a le sentiment de vivre dans un pays qui est plus violent qu'auparavant, alors c'est peut-être une illusion et peut-être un effet de perspective, mais en tout cas, on lit sur Internet des choses qui, jadis, se trouvaient dans des lettres anonymes ou des choses de ce genre. Est-il possible, maître Henri Leclerc, vous qui avez longuement réfléchi aux libertés publiques, de supprimer l'anonymat sur Internet? Est-ce que l'anonymat est un droit de l'individu? Non, ça peut l'être. C'est une question sur laquelle on peut longuement discuter. Moi, je pense que l'anonymat, bien sûr. Alors, on va tout de suite penser aux abominations, c'est-à-dire les lettres anonymes du temps de l'occupation et du temps de l'épuration, d'ailleurs les mêmes continuants. Bon, vous savez, poursuivre l'anonymat, c'est difficile parce que c'est poursuivre l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait à toutes à tous les réseaux de ne jamais diffuser quelque chose qui est anonyme, c'est-à-dire que tout réseau serait obligé de vérifier la personne de la personne qui diffuse là-dessus. Mais en fait, cette espèce de liberté, cette effervescence qui est née des réseaux, bien entendu, c'est comme la langue, hein, il y a le pire et le meilleur. Mais cette effervescence, on ne peut pas la couper. Or, je ne suis pas certain que la suppression de l'anonymat la coupe. Parce que cette espèce d'exigence absolue, pourquoi? Pour qu'on puisse réprimer les gens, les poursuivre, etc. Non, peut-être juste, mais enfin, je vous embête je un peu. reconnais que c'est un sujet de discussion. Hein. Je vous embête là-dessus, Non, mais si il s'agit de dire, par exemple, que si quelqu'un dit quelque chose, eh bien, il doit assumer son propos, comme on le fait d'ailleurs dans l'espace public, et c'est la raison pour laquelle l'anonymat pourrait, sur cette base-là, être supprimé. Écoutez, bon, c'est vrai qu'on pourrait faire cela, mais toute restriction, la liberté d'expression est un des droits des plus précieux, dit la déclaration. Bien entendu, il faut réprimer les abus. Bien entendu, il faut empêcher les abus. Il y a des frontières à la liberté d'expression, comme à la liberté de manifestation, comme à toute liberté. Il y a des frontières, mais il faut que ces frontières soient... Et surtout, il ne faut pas que la liberté d'expression soit réprimée par cela. Ce qui me paraît important, c'est quand une déclaration anonyme a une autorité. Cette idée que l'ensemble de la population pourrait être bouleversée par une déclaration anonyme et que personne ne pourrait y répondre est absurde. L'ensemble des chaînes d'information publiques, ne serait-ce que cela, l'ensemble des hommes politiques qui restent, ne serait-ce que cela, l'ensemble des gens raisonnables peuvent écarter une information. Enfin, nous parlions tout à l'heure de cette histoire de l'Alsace-Lorraine, enfin, et de cette histoire plutôt d'ailleurs en général du siège à l'ONU. Etc. Donc là, des infox qui ont été... La désintox, elle marche, vous la faites, d'autres la font, et moi je préfère qu'on favorise les moyens de désintox plutôt que de supprimer les expressions même anonymes. Et donc, en la matière, puisqu'il est question donc là aussi de la liberté d'expression, en l'état, vous ne toucheriez pas, maître, aux différents moyens donc aujourd'hui de communication, les réseaux sociaux, bref, tout cela ne justifie pas qu'il y ait une législation supplémentaire. Si, je pense qu'on peut envisager une législation supplémentaire à condition que ce soit une législation très réfléchie. Vous savez, quand en 1880 on a voulu réguler la liberté de la presse, les abus, tout le monde disait mais non, faut pas, etc. Puis d'autres disaient il faut le faire encore plus, etc. On a réussi à faire une régulation qui est une régulation dont on peut constater que 140 ans après, elle existe encore et elle a une grande qualité. Je crois qu'en ce qui concerne cette histoire d'anonymat sur les réseaux sociaux, ça nécessite un débat. Alors, est-ce que ce débat sera de la même qualité que celle qui permettait à Clémenceau, le jeune Clémenceau, de montrer ce qu'était la liberté de la presse? J'en suis pas sûr, mais je pense qu'on pourrait un débat sur ce sujet. Merci, maître Henri Leclerc, de vous